Madame, Monsieur, ça fait à peu près 4 ans que chaque semaine, je suis devant vous, à parfois fustiger, à m'amuser, prendre les choses très au sérieux, relativement à l'actualité, à l'économie, au devenir de ce pays. Ces 2 dernières années, m'étant arrêté à une équipe de choc, M. Gabriel Galion, M. Denis Carter. M. Daniel Compère, Pour le choc. M. Branchy et M. Marajo, qui était là depuis le début. Ce que je veux dire, c'est que comme ce n'est pas un hasard, que ce soit des professionnels de terrain qui tous les jours s'accrochent à la réalité, griffantais, qui ont accepté avec fidélité, sérieux, de venir devant vous débattre des problèmes, ce qui nous vaut des... On rajoute quand même des intérêts. Attends, comment est-ce que je ne dise pas ça avec des intérêts, je le dis tout de suite, ils ne sont pas rémunérés pour ça, leur salaire, ce sont les critiques que vous faites, parce que les critiques sont tout aussi bonnes que les compliments, et puis aussi les compliments. Les critiques, c'est que parfois le son n'est pas bon, les critiques, c'est que parfois... la voix de l'un chevauche l'autre, mais si peu par rapport à ce qu'on voit par ailleurs, comme nous le rappelait un très bon ami à nous tous, dans le dernier mail qu'il nous a envoyé pour dire qu'il prend plaisir à nous écouter pendant 50 minutes traiter de la chose martiniquaise. Et au moins, il arrive à suivre. Et qu'il suit tranquillement et sereinement. Il ne décroche pas. Donc, après ce préalable, on y va. Très rapidement. Air France, en réalité, le vrai plan, c'est la suppression de postes après 2007, 5000 postes après 2007. D'après le Canard enchaîné. D'après le Canard enchaîné, dans son édition qui paraît aujourd'hui, qui paraît hier. Et le journal s'appuie naturellement sur des documents comme d'habitude, qui n'auraient pas dû être diffusés ou qui ont été diffusés auprès de certains syndicalistes. Alors moi, je trouve que c'est tellement dérisoire de voir ces mines de conquistadors du Premier ministre. C'est une opinion, ce n'est pas une analyse. Ces menaces de sanctions à l'égard de syndicalistes quand tu viens dire simplement à une boîte comme Air France qu'on va supprimer en tout près de 8000 emplois. Non, mais là... Vous êtes d'accord avec moi, là, oui. Non, je ne suis pas d'accord. Non, c'est ton opinion. Allez-y, je donne la parole. Moi, je je suis désavoué par mes bien-aimés. Sauf Michel, naturellement, qui est souvent d'accord avec moi, au fond. Au fond. Quand faut-il atteindre alors, donc c'est la raison pour laquelle je donne au fond, on remonte. C'est la raison pour laquelle je donne la parole à Michel. Et qu'à lui. Non, c'est-à-dire que c'est une opération communication à laquelle nous avons assisté, qui a consisté d'abord à stigmatiser les pilotes. Bon, je ne dis pas qu'il n'y a pas de comportement corporatiste dans cette profession, oui. Hein, mais que le véritable plan, c'est celui qui a été révélé par le Canard enchaîné. Et bon, et la vérité, c'est que Air France est un bon exemple de ce qu'on appelle la mondialisation. C'est-à-dire que Air France subit la concurrence sévère des low cost, des compagnies arabes, des compagnies du Golfe, plus précisément, et qui embauchent des pilotes indiens presque au SMIC, hein, à vil prix, et qui, en matière de sécurité, sont borderline. Hein. Bon, alors, qu'il faille s'adapter, et c'est vrai, mais effectivement, c'est la souffrance, les débordements auxquels on a assisté, et qui sont condamnables, bien sûr. Hein, je le dis tout de suite. Il n'est pas question qu'on puisse approuver dans l'action syndicale l'utilisation de violence. Mais j'étais à Paris au moment où ça s'est passé, j'ai vu ça en boucle toute la journée en question, sur toute la télévision ont montré la même chose. Nous sommes parlés de Paris ici. Alors, je me dis, mais pourquoi tu restes trop longtemps devant la télévision. C'est ça qui t'arrive. Pourquoi tous montrent-ils les deux types, l'un à qui on a arraché la chemise, l'autre la chemise déchirée, on les montre fuyant, etc. Bon. Et ça, c'est une opération com. C'est une opération com. Et à aucun moment, on a cité les chiffres que tu as donnés là. Il a fallu que ce soit un représentant de la CGT, aussi de FO d'ailleurs, Maï,
qui disent, mais attention, il y a quand même 2900 suppressions d'emplois, dont des licenciements secs, qui s'ajoutent aux 5500. Donc, voilà. On ne reste pas trop longtemps là-dessus, mais vas-y quand même. Ben écoute, à chacun sa communication. Si les syndicats avaient contrôlé leurs petits sauvages, parce que c'est des sauvages, c'est des voyous. Des sauvageons. Des voyous, eh ben, la communication aurait été bonne, puisque le comité central se serait bien passé, et à la fin, ils auraient pu dire, non seulement c'est 2900, mais c'est beaucoup plus que ça. Et ce que les médias auraient retenu à ce moment-là, c'est que les patrons et les actionnaires d'Air France sont des voyous. Sont des voyous. Voilà, en fait, c'est ça le problème, c'est que il y en a un qui a fait une bêtise. Si tu penses la même chose, on continue. Si tu penses la même chose. C'est quand même le système. Michel a abordé la vraie problématique du dossier de fond, qui est la concurrence des compagnies low cost et la réorganisation du travail dans les compagnies, et notamment les compagnies aériennes, qui pose un problème, une question essentielle. C'est qu'aujourd'hui, on est dans une logique économique de réduction des coûts. Réduction des coûts sur le coût du travail, réduction de coûts sur l'entretien du matériel, réduction de coûts sur le temps de vol, etc., sur la récupération. Cela pose la question, on veut avoir des compagnies qui soient rentables et non des compagnies qui offrent des services. N'oublions pas qu'Air France est une compagnie nationale dont l'État est un des actionnaires et pas des moindres. 18%. Donc cela veut dire qu'on est sur une problématique où aujourd'hui on est sur des logiques de réduction de coûts et d'économie, alors qu'il y a une question essentielle en compagnie aérienne qui est la sécurité. Voilà. Alors posons la question, on supprime 2500 et quelques postes, plus 5000 qui vont arriver, on sera près de 8000. Est-ce que la réduction des 8000 postes qui sont prévus à l'horizon de 4-5 ans va compenser éventuellement les indemnités d'un crash aérien dans lequel il y aurait eu des problématiques d'entretien d'avion? Daniel. Moi, je voulais revenir à ta première question, Manuel Valls. Ce que je lui reproche, ce n'est pas d'être allé sur place, etc. C'est d'avoir été trop prompt à, j'emploie le mot à dessein, encenser la direction d'Air France. D'accord ? Je pense que le propos aurait dû être plus mesuré. Bien sûr, condamner les violences, bon d'accord, ça c'est facile. Une action idéologique. C'est évident. Mais François Hollande, dans l'affaire, a été plus malin, me semble-t-il, en disant qu'il ne faut pas compter sur lui pour taper sur les corps intermédiaires, c'est-à-dire les syndicats. C'est-à-dire de ne pas mettre tous les syndicats sous le terme de voyous. Et peut-être que ce que disait Valls, ça allait plus dans l'air du temps. Messieurs, invalidation de l'accord Safe Harbor. Très rapidement, hein, ça nous concerne tous. Un accord passé en 2000 entre la Commission européenne et le département américain du commerce permet le transfert de données. Oui. Personnel de citoyens européens vers le sol américain. Il suffit simplement à ces sociétés de se labelliser, de s'auto-labelliser pour dire qu'elles ont respecté les normes et les conditions de respect européennes pour être autorisées toujours à transférer. Alors vous avez compris, Facebook, Instagram et tout ça, toute la vie que chacun met avec une sorte de délectation qui remonte à la NSA et qui est partagée. Une décision de la Cour européenne a arrêté ce jeu pernicieux. Je voulais quand même le signaler. Okay? D'autant qu'il faut bien signaler que safe veut dire sauvegarder. Absolument. Sécurisé. Ouais. Bon, maintenant, je vais laisser la parole un petit moment à Eddy pour qu'il puisse nous expliquer un petit point technique. Peu de gens vont comprendre, mais ça ne fait rien. Non, je pense que beaucoup de gens vont comprendre. On va essayer. Sur les élections de la CTM. Vas-y, Eddy. Oui, en fait, il y a une espèce de quiproquo entre la notion d'élu et la notion de candidat. Oui. Comme tout le monde le sait, il y a un certain nombre de candidats par circonscription. Le total de ces candidats... Section, oui. Bon, sections qui collent aux circonscriptions législatives. Les sections, tu as raison. La totalité de ces candidats fait 64. On a besoin de 64 candidats par liste, parce qu'on aura besoin de 51 élus, plus 9 conseillers exécutifs. Donc ça fait 51 plus 9, 60. Et puis les démissions éventuelles, il faut aller chercher dans une liste de 64. Alors, on est d'accord ? À ce point de ton intervention, il faut préciser qu'il y a donc 4 sections qui sont plaquées sur le même territoire géographique que les circonscriptions législatives. Que les législatives.
Et il faut aussi préciser que ces sections ont pour chacun un nombre que l'on pourrait dire. Voilà, on va les rappeler. Le Nord, c'est 16. Candidat. 16 candidats. Donc en fait, il y aura une espèce de... Quand on ira voter, on aura une liste avec 16 candidats. Oui, non, pas du tout. Non, on aura tout. On aura tout. C'est bien, on aura les 64, mais qui vont être divisés en 4. Alors quand on va regarder la colonne qui correspond au Nord, sur le bulletin, on va voir effectivement 16 noms. Voilà. OK ? Quand on va regarder la colonne du Centre-Atlantique, il y en aura 17. De Fort-de-France, il y en aura 15. Et du Sud, il y en aura 16. Donc, 16 plus 17... Mais on ne votera pas pour les 16 de cette section. Non, pas pour la liste. On vote pour la liste. OK. C'est pour ça que sur le plan pédagogique, il faut bien dire que le bulletin que chaque électeur aura pris pour mettre dans l'urne, c'est le même bulletin que l'électeur de Grand-Rivière prendra que celui de Sainte-Anne. Exactement le même bulletin. On est clair, on continue. Donc, vous avez compris, 16 plus 17 plus 15 plus 16, ça fait 64. Bon. Maintenant, dans la tête d'un certain nombre de gens, et notamment des élus, ce qui est, à mon avis, un peu regrettable, voire catastrophique, c'est qu'ils pensent que, à l'issue du scrutin, il y aura donc, par exemple, prenons le cas de Fort-de-France, il y aura donc 15 personnes qui iront à l'Assemblée. Évidemment, ce n'est pas possible, ce n'est pas le cas, puisque si 15 plus 16 plus 17 plus 16 vont à l'Assemblée, ça fait 64. Donc, alors qu'il n'y en aura que 51 qui devront y aller. Voilà. Alors, en clair, il faut qu'ils se mettent dans la tête que ce n'est plus, par exemple sur Fort-de-France, ce ne sont pas plutôt 15 élus qu'il y aura, mais probablement 10, 8 ou 11. On ne le sait pas. Alors, comment on peut le savoir ? Enfin, plutôt, comment on le saura ? Le nombre d'élus par rapport aux candidats de chaque section va dépendre de la capacité de la section à aller voter. Plus le taux de participation va être élevé dans la section, plus elle aura d'élus. C'est ça qui est important. Donc, il y a une espèce de compétition entre les sections pour savoir qui va envoyer le plus possible d'élus. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que bien évidemment, le nombre d'élus ne peut pas être supérieur au nombre de candidats, tout simplement. Donc le plafond est à 15 pour Fort-de-France, 17, etc. Mais, bien évidemment, le plafond ne sera quasiment jamais atteint. Sauf cas exceptionnel où le Nord, par exemple, va voter et pèse 60 ou 70%. C'est inenvisageable. Ça voudrait dire à la limite que certaines sections ne seraient même pas représentées. Ça voudrait dire ça, mais ce ne sera pas le cas. Ça ne sera pas le cas. Donc, oui, si on pousse le raisonnement au maximum. Maximum. Voilà. Donc, il faut que les élus puissent comprendre que le nombre de candidats ne peut pas être égal au nombre d'élus final et que leur petit calcul, il va falloir les recommencer. Et qu'est-ce que doit retenir l'électeur ? Parce que les élus... l'électeur doit se dire... que je m'en fous des élus. S'ils n'ont pas compris jusqu'à maintenant eux-mêmes entre eux... Non, les élus n'ont pas compris. Bon, ça c'est leur problème. Si les élus n'ont pas compris, l'électeur ne comprendra pas mieux. Ah, voilà. Alors, pour l'électeur, de toute façon, n'a pas à retenir tout ça. Par contre, il faut qu'il retienne de ce qu'on vient de dire que plus ils seront nombreux à aller voter, plus il y a des gens de leur région qui seront représentés. Donc ces gens-là pèseront dans les décisions. Si, par exemple, les gens du Nord ne veulent pas, je dis n'importe quoi, d'aéroport à Basse-Pointe, comme ils sont... Ou d'hôtel 5 étoiles. Ou d'hôtel 5 étoiles. Comme ils sont nombreux dans l'Assemblée, eh ben, ils pourront faire barrage, non pas en fonction de leurs idéologies partisanes, mais en fonction d'une espèce de réflexe géographique. C'est très important. Très bien. L'élément qu'il faut ajouter dans l'histoire, c'est que la confusion des élus par rapport au nombre de candidats sur la liste, c'est qu'en réalité, beaucoup de personnes, je ne parle pas que des élus, beaucoup de personnes confondent le nombre de candidats qui existent sur une section par rapport au nombre de sièges possibles. Il n'y a pas de siège défini par section. C'est ça. C'est clair. Pas de siège défini par section. Le nombre de candidats est limité par un nombre sur chaque section. Il n'y a pas de siège prédéfini. Et le nombre de sièges dépendra du vote. Plus le vote est massif et important dans une section, plus il y aura d'élus de cette section. Pas dans cette section, de cette section. Messieurs, le Open Soft System produit un sondage trimestriel, 4 vagues par an depuis 1992, soit 23 ans d'expérience. La méthodologie, c'est celle des sondages, la méthode des quotas, sur 4 critères de repérage, le sexe, l'âge,
Catégorie socio-professionnelle, c'est-à-dire ouvriers, employés, autres actifs, retraités, chômeurs, autres sans emploi, et également leur zone de résidence. C'est un échantillon représentatif de la population âgée de 15 ans et plus qui est consulté, comme je vous l'ai dit. 400 personnes sont interrogées, donc ça devient crédible. La fiabilité, pensons-nous, est issue vient liée du moins à la méthodologie. Le dernier sondage qu'on a, il est d'août 2015 et il porte sur des questions qui ne sont pas des intentions de vote, mais des opinions sur les candidats. Ok ? C'est un indicateur des préférences de la tendance des Martiniquais. La prochaine vague sortira dans le business de la semaine prochaine, business news de la semaine prochaine, et notre ami et collaborateur, Alors, mon collaborateur a été utilisé un dessin. par un certain président. va lever le En parlant de ce Premier ministre. va lever, qu'il aimait beaucoup, va lever le voile sur le travail qu'il va faire, et notamment en premier lieu sur l'opinion que les Martiniquais ont des élus. C'est bien ça. Et ça qui risque de nous donner forcément des appréciations différentes du précédent sondage. Oui, en fait, bon, ça évolue quelque peu, pas vraiment. Ça évolue parce que on a intégré cette fois-là les têtes de liste. Autant la vague du mois de juin, c'était les élus de manière générale. Là, on a voulu peser les têtes de liste. Alors, ce qui est intéressant, c'est que il y a un vrai désir de changement. Quand je dis de changement, on note une valorisation assez forte des nouveaux. Voilà, c'est ça. Des nouvelles... étonnantes d'ailleurs. Ah ouais, étonnantes. Assez impressionnant. Et notamment, bon, faut le dire parce qu'on va le rendre public. Nathalie Josse, par exemple, recueille un pourcentage très élevé d'opinions favorables qui ne se traduisent pas, c'est clair, en préférence électorale. Il faut bien faire la différence. Ouais, hein. C'est pas parce que les gens vous aiment qu'ils votent pour vous. Tout hein. à fait. Il y a même un délai relativement long entre les deux, entre le moment où ils commencent à vous connaître, c'est le premier point, donc la notoriété. Ensuite, la préférence, ou on va dire le caractère favorable de l'opinion. Et puis, alors les deux grands leaders, hein. Bon, personne ne leur arrive à la cheville, c'est Serge Letchimy et Alfred Marie-Jeanne qui occupent les deux premières places. Et Alfred Marie-Jeanne bénéficiait d'une bonne opinion. Tout à fait. D'ailleurs, Alfred Marie-Jeanne grimpe dans le classement. Il dépasse maintenant Claude Lise. Claude Lise est un habitué, on va dire, de la deuxième et la troisième place. Hein. Claude Lise, depuis 92, hein, c'est impressionnant, vraiment impressionnant. C'est rarissime. A toujours été quelqu'un qui a bénéficié d'une excellente image de la population martiniquaise. Alfred Marie-Jeanne aussi, mais lui, il a progressé. Alfred Marie-Jeanne était à la 10e position. Aujourd'hui, depuis 2008, Alfred Marie-Jeanne truste la 2e, 3e, 4e place et toujours en haut du classement. Serge Letchimy n'a fait son apparition à la première place que depuis 2004-2005. Et cette première place a toujours été détenue par Aimé Césaire on a commencé en 92 jusqu'à sa mort. Mais là, avec des scores faramineux, impressionnants. Voilà. Alors c'est surprenant, pas surprenant, on relève les bonnes opinions, par exemple, pour Ghislaine Joachim-Arnaud. Toujours. Depuis 92, Ghislaine Joachim-Arnaud est toujours placée dans les 10 premières. Paradoxalement, Yann Monplaisir. Pourquoi paradoxe? Il va m'appeler. Non, Yann Monplaisir. Si on avait le chiffre, on comprendrait la raison de ce sourire. Il a la maîtrise de ses chiffres. Hein. Non, Yann Monplaisir fait aussi partie des personnalités qui bénéficient d'une bonne image de la population. Je veux dire, nous, on fait quoi? Le principe, ça, c'est peut-être plus intéressant, c'est quelle est la méthodologie pour choisir les gens dont on va tester le nom. La méthodologie est extrêmement simple. Il faut d'abord qu'on fait ce qu'on appelle des tests dans un sondage sur les gens qui sont connus par au moins 20% de la population. C'est-à-dire que si vous n'avez un taux de notoriété que de 5 ou 6%, on ne va pas vous tester. Ça ne sert à rien.
les résultats seront ridicules. Et donc, il faut avoir un peu de maturité. Mais effectivement, les résultats, on les communique aux gens qui sont concernés. Donc la question, c'est que sur les 9 têtes de liste annoncées, soit ces 9 sont au-delà de 20. Ah ben non, bien sûr. Mais ça, c'est exceptionnel. Ce sont des têtes de liste. Au préalable, on fait le sondage sur les personnalités politiques. Par contre, quand on s'intéresse aux têtes de liste, on est bien obligé de dire que sur les 9 têtes de liste, il n'y en a que 4 qui sont connus par plus de 20% de la population. Et ces 4 sont ? Alors, les 4 en question sont Alfred Marie-Jeanne, Letchimy, Monplaisir et Nathalie Josse. Voilà. Donc les petits, les nados... Ils ont énormément d'efforts de communication à faire. Ça c'est clair, en fait, c'est pour vous, enfin je présume que ce n'est pas une surprise. Voilà. Mais ce baromètre-là... On est sur notoriété. Ouais. Voilà, c'est que de la notoriété. Il faut voir un petit peu les cas de Nathalie progressions. Josse, elle ne bénéficie pas de son exposition médiatique. C'est clair, quand vous passez à la télé toutes les semaines pendant des années... Vous êtes connu. Enfin, c'est comme Michel Brochy, hein. Il a beau passer à la Daniel télé. Compère. Non, il passe. Michel Brochy passe chaque semaine devant, au total, en cumulé, plus de 150 000 personnes. Ben, si son taux de notoriété n'est pas supérieur à 20%, c'est bien. Donc, mon panier, tu as fait pièce bêtise Alors là, dans la circulation, ben comme ça. Évidemment. Pour moi, je ne personne. Bon, alors maintenant, sur la deuxième question, qui porte plus précisément sur la personne qui serait la plus apte à présider la collectivité territoriale martiniquaine. Oui, là, bon, cette question est posée régulièrement parce qu'on a du mal à avoir de manière fiable les intentions de vote. Nous ne sommes pas les seuls, hein, en Martinique comme ailleurs. Bien évidemment, les gens ne vont... Enfin, seuls 30% des gens nous disent la vérité quand ils disent pour qui ils vont voter. Bon, donc il y a des stratagèmes qui sont employés pour aller chercher des recoupements, les intentions de vote. L'une des questions, c'est, selon vous, quelle est la personne la plus qualifiée pour occuper le poste? Ok. Et alors, nous, on croise derrière, évidemment, et on s'aperçoit que quand quelqu'un nous dit que la personne la plus qualifiée est monsieur Untel, à 80-90%, elle va voter pour lui. C'est clair. Ok, puisque derrière, donc on pose toute une série d'autres questions, et ce qu'on suit, c'est ce qu'on appelle le fil de cohérence. Alors on ne va pas déflorer ta presse écrite a déjà suffisamment de difficultés pour être vendue. On ne va pas déflorer tes résultats parce que bon. Personne ne va acheter. Ce qu'on fait, pas personne. Non, oui, mais comme on fait là, le teasing est bon. Là, parce que là, ça s'appelle une belle opération de communication. Oui, mais oui, mais c'est comme celle que je fais pour France Antilles chaque semaine. Non, mais t'as pas la peine, c'est pas la peine. On va me donner. Chaque semaine. C'est pas, là, je le fais une fois par Nous, c'est tous les 2 mois. Ouais. Et les autres mois, ostensiblement, je vous le voyais décortiquer avec passion, vous tous là, les résultats d'Open. Moi, je ne regardais même pas, ça ne m'intéressait pas cette fois-ci. Parce que moi, je m'y intéresse, mais je communique là-dessus. Je communique là-dessus. Ah non, j'allais demander avec insistance. Hein. Alors. Oui, je suis quand même dans un journal qui s'appelle Antillade. Il te dit, oh, pas publié, mais là, arrête de dire la vérité, tricheur. C'est vrai. Et disons que, bon, c'est évident que parmi les trois, il y a CNL Chimie. Très concrètement, il y a 4 instituts de sondage en Martinique. Il y en a 3 qui ne publient pas leurs résultats. Nous, on les publie. Voilà. Et moi, je peux le dire, les résultats sont identiques sur les 4 instituts de sondage, mais ce ne sont pas des intentions de vote. Les sondages d'intention de vote vont commencer là maintenant, dans les jours qui viennent, parce que c'était trop tôt et de toute façon, on ne connaissait pas les têtes de liste. Okay, là, ça va commencer. Entre le 15 octobre et le 15 novembre, vous en aurez, à mon avis, au moins 5 par institut, ce qui fait au moins une vingtaine de sondages. Mais la semaine prochaine, certains des candidats, quand ils verront comment on considère leur capacité à gérer la collectivité... Vous pensez qu'ils vont abandonner? Non, mais ils vont dire que c'est de la triche, que tu es l'homme de la chimie. Non, les sondages ne sont jamais bons, mais moi je prends l'exemple pour rebondir sur France Antilles. France Antilles a publié des sondages il y a quelque temps. Il y a quelque temps à l'époque. Sondage Ipsos. Sur un certain, par exemple, on avait rebondi sur les sondages sur les fameuses consultations, vous vous rappelez? Oui, les deux. Là, les deux, sur 74, 73, etc. Janvier 2010.
moi j'aime bien quand d'autres publient des sondages, parce qu'il faut publier les sondages. La presse doit publier les sondages parce que ce sont des outils d'aide à la décision. Absolument. Et personne n'avait jamais dit... À la compréhension aussi, vous le pouvez. Bien sûr, savoir comment ça fonctionne. Et Fonsantine n'a jamais eu d'attaque, ni a priori, ni a posteriori, sur les sondages qui avaient été publiés, tout simplement parce que les gens avaient pris conscience du rôle d'information et du rôle pédagogique quand on explique ce qu'il y a derrière d'une étude. Parce qu'il n'y a aucune raison que les capitalistes pour embêter les néolibéraux, on dit néolibéraux. Les néolibéraux. On ne dit pas capitalistes. Commandent des sondages tous les jours pour savoir s'ils doivent vous vendre tel ou tel téléphone, ou telle lunette, ou tel vêtement. Tous les jours, on fait ça tous les jours. Et l'Élysée de l'époque de Sarkozy. Bon, voilà. Et que l'information issue de ces sondages ne puisse pas être diffusée au grand public. Alors, on participe un peu à ça. Notamment nous, on publie des sondages par exemple sur les banques, sur les assurances, sur le café, sur le champagne, etc. Parce qu'on pense que c'est important que l'opinion... Je pense que j'ai fait assez de pub pour toi là, on peut pas... Non, mais on les vend pas, Ah, monsieur. Tu veux que je mette un bémol sur le rôle des sondages. Les sondages aussi mesurent aussi, à certaines périodes, les déséquilibres qu'il y a dans l'information et la notoriété. Autrement dit, plus on va se rapprocher de l'échéance, où les conditions d'expression des candidats sera plus égalitaires, à ce moment-là, mais est-ce que la question, une question de la démocratie, est-ce qu'il se sera suffisamment écoulé de temps entre le moment où on aura supprimé à certains leur prééminence dans les médias et leur présence à la tête des institutions pour en user et en abuser, et puis le moment où on va mesurer. Donc non, la réponse est non. Bon, parce que je prends un autre exemple. On a fait un sondage sur la xénophobie en France. 70% des gens refusent les migrants. Mais on a fait qu'à mesurer le fait que depuis des années, la gauche française n'a pas fait de travail pour combattre les racines de la xénophobie. Mais que peut-on faire d'autre ? Non, mais je suis d'accord. Ok. Je suis d'accord. Mais ça veut dire que ce n'est pas intrinsèque. Mais c'est évident, c'est pas la Bible, c'est pas par l'Évangile. C'est marrant, il y en a qui sont déjà à base sur la défensive par rapport à un éventuel chiffre qui pourrait être publié. Monsieur, une information. Absolument. Le dernier baromètre ELAB, réalisé pour les Échos et Radio Classique, 44% des Français ont une opinion très négative de François Hollande et 43% entretiennent le même sentiment à l'égard de Nicolas Sarkozy. Le message est clair, pour les sondés, le match retour de la présidentielle de 2012 n'est même pas envisageable. Car selon les sondeurs, une image très négative signifie que les électeurs, tu vas corriger ça pour moi, qui l'expriment sont définitivement perdus pour ce candidat. Petite consolation pour les deux rivaux, Marine Le Pen reste la plus mal aimée de la scène politique française avec 49% d'opinions très négatives. Alain Juppé, 15% de négatifs, reste une option à droite. Manuel Valls, quant à lui, réalise son plus mauvais score depuis son arrivée à Matignon, avec 30% seulement des sondés, continuant à lui faire confiance. Je ne sais pas si vous avez lu la une du Point cette semaine. Machiavel. La une, c'est Machiavel. Et si c'était à nouveau lui ? En parlant de François Hollande. Vous vous rappelez de ce qu'on disait ? Oui. Et alors, en parlant de sondage, il y a un président d'institut à qui on pose la question. Donc, c'est Nielsen, Sofres. On lui pose la question, il dit, mais est-ce qu'avec 21% d'opinion favorable, il peut envisager d'aller aux élections? Et le type répond, mais avec 21% de suffrage au premier tour, il est au deuxième tour. Bien sûr. Mais oui. D'où la relativité des sondages. Mais ça donne une raison. Moi, je me pose une question, je réfléchis à haute voix. Est-ce que ce n'est pas un reflet de ce qu'on appelle la crise de la politique, notamment dans les pays occidentaux, depuis la crise de 2008-2009, où l'électorat, même s'il n'a pas tous les éléments... Depuis la crise économique de 2008. La crise économique, la crise systémique de l'économie, où l'opinion publique, même si elle n'a pas, malheureusement, précisément tous les éléments d'appréciation pour comprendre les tenants aboutissants de cette crise, où tout est fait d'ailleurs pour qu'elle ne comprenne rien. Est-ce que ça ne reflète pas le fait que les gens se disent que ce soit l'un ou l'autre, ils ne pourront rien faire pour changer les choses? Avec raison. Mais
c'est la vérité. Alors, moi, je dis que le système finalement, se défend bien. Le système se défend bien. Il est arrivé à ancrer l'idée qu'il n'y a rien à faire pour le changer et que même s'il est pire, il est encore plus pire. Michel, n'écris pas encore ton testament, tu as une longue vie de alors, bien sûr, il y a une bataille idéologique à mener. Juste un petit mot pour dire que mais petit. Toute la discussion que nous venons d'avoir me conforte dans ma position, ne pas faire confiance au sondage. L'action sur le terrain. Michel, l'action sur le terrain. Dans une interview de Chantal Meillan, C'était pas un sondage. Faites par toi. J'ai pris un petit extrait de cette interview, parce que le reste c'était des trucs, où tu lui demandes, je pensais que c'est toi, vous n'êtes pas gêné d'être dans une alliance de gauche, essentiellement autonomiste? Elle répond, je cite, nous avons décidé ensemble, pour une Martinique nouvelle, à l'unanimité, que l'évolution statutaire n'était pas à l'ordre du jour et que la priorité est le développement économique. Ouais. Donc, mon fidèle compagnon, mon fidèle collaborateur lui dit, lui dit, vous nous annoncez donc la mort de la troisième voie, c'est cela. Et elle répond, j'annonce que la troisième voie est strictement l'utilisation de toutes les possibilités de l'article 73 de la Constitution, c'est-à-dire les habilitations et les expérimentations, ni plus ni moins. Ma question est la suivante, et à ce moment-là, je lève la tête de Daniel Compère. Est-ce que Mme Meillan a été habilitée pour parler de ces choses-là pour l'ensemble de Martinique Nouvelle? Ou est-ce que chacun va donner sa petite sauce? Ensuite, notre adorable ami Granier va nous donner sa sauce sur ça. Enfin, allez, vas-y. Alors, c'est l'une des choses qui sont à craindre, si l'on peut dire, dans une alliance, quelle qu'elle soit, y compris le Grand Assemblée, y compris nous, peuple-là, y compris les autres. Chacun vient avec ses convictions. Chacun vient avec son expression. Ouais. Et chacun pense qu'il est habilité à parler au nom de tous. Mais est-ce que c'est la règle, là? Non. Ce n'est apparemment pas la règle. Mais il faudrait savoir ce qu'on veut. Il faudrait relire la charte pour voir si la charte... Attends. Est-ce que la charte envisage d'accorder vos violences? Il est clairement indiqué qu'on ne va pas remettre en cause les fondamentaux de chacun. Voilà, exactement. Parce que là, il parle de la troisième voie du PPM. Là, mais c'est ce que j'allais dire. Sacré demoiselle. C'est ce que la majorité PPM, là, que je dis. Attendez. J'allais dire quelque chose. Il y a des voix qui s'élèvent pour dire que l'Etchimi joue au dictateur. Vous avez entendu ça comme moi. Avant même la CTM. Ne fais pas de la politique là avec nous. Non, je ne fais pas de politique, je réponds à ce qu'on était en train de dire. Il joue au dictateur. Autrement dit, comme il est dictateur, je ne veux entendre qu'une seule voix dans l'Alliance Ensemble pour une Martinique Nouvelle, c'est la mienne. Oui. Ce n'est pas le cas. C'est ce que disait la charte. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas même dans la charte. Ce n'est pas le cas. Ceci posé, il faut une certaine discipline. Donc, c'est pour te répondre sur Chantal Meillan. C'est une femme qui est libre, qui s'estime très libre, donc qui dit ce qu'elle souhaite dire. J'ai failli dire ce qu'elle a envie de dire, mais c'est un petit peu... Moi, je vais vous dire ma conclusion. Il ne faut pas qu'elle tombe sur une guillotine comme Gabrielle Gagnon quand elle est interviewée. Voilà, puis c'est tout. Voilà, ça va. Faut l'envoyer un stagiaire. Comment c'est une guillotine? Bon, messieurs, je vais vous citer... C'est tout. C'est tout. Point. C'est tout. Je vais vous citer quelques... Tu as dit l'Etchimi dictateur, dit-on. Colin Carter, c'est pas loin. Ah non, c'est dictateur, dit-il. Allez, attendez, écoutez-moi. Je vais vous citer quelques mouvements sociaux, quelques arrêts concertés du travail, comme on dit, de ces quelques mois pour le petit pays Martinique. Une sorte de inventaire à la Prévert. C'est comme ça qu'on dit ça, oui. Les éleveurs de cochons mobilisés. C'est les éleveurs de cochons. Oui, il y a quelques mois. Donne le temps aussi. Parce que ça fait 3-4 mois, un peu plus. Je suis assis sur une tranche. En réalité, les événements sociaux ont éclaté à partir de mars, avril, mai. Jusque-là, on dit qu'à l'approche de la CTM, ben là, c'est densifié. Sinon, il y avait toujours. Bon. Ils ont fait un sitting. Pour solliciter le reversement d'une subvention qu'on allait sucrer. Les banques, après. Ils ont fait un mouvement et puis ils ont suspendu la grève. C'était en mai. Bon.
Mais ils ont arrêté en disant que, attention, le mot d'ordre est encore là. J'adore comment il faut voter syndicalistes. Ils disent, on arrête la grève et tout, mais le mot d'ordre... Ça s'appelle suspension. Suspension de la grève. Bon. Le mouvement est suspendu. Alors, naturellement, j'oserais dire que la CFTU roule moins souvent qu'elle n'est arrêtée. Elle me fait écharper sur la route avec le Ça, c'est gros assuré. Ouais. Il y a eu un mot d'ordre de grève générale à la Martinique qui n'a pas été beaucoup suivi, mais n'empêche qu'ils se sont sentis à certains moments assez exaspérés. La situation sociale, peut-être l'exigence, je ne sais pas. Moi, je ne suis pas un syndicaliste. Pour lancer un mot de grève générale, il y a le conflit de la fourrière départementale qui a commencé en mai 2015, qui a duré 193 jours, qui est allé jusqu'à bousculade et puis bombes lacrymogènes. Et puis on a cru comprendre que les 3 salariés ont rebalancé un mouvement parce qu'en réalité le protocole qui avait été signé n'a pas encore subi l'ombre de commencement d'exécution. C'est un protocole qui avait été signé le 13 août. Les transporteurs, vous avez vu ces jours-ci, c'est l'U7 qui a perturbé un petit peu parce qu'ils ont besoin de plus que 80 000 euros. Je sais les pas transporteurs, disons plus précisément les taxicos. Absolument. Je ne sais pas si c'est à juste titre ou pas, peu importe, ils ont quand même fait leur mouvement. Ensuite, il y a eu un conflit au CERMAC. Là, ça m'a semblé excessivement abscon, étrange. Apparemment, très avec la franchise qui nous caractérise, je crois qu'ils ne voulaient plus voir la tête de la directrice. Et il dit, et à une commune à une ville qui est déjà en grande difficulté pour résoudre le problème de l'IDI, on l'a flanqué de 2 cadres territoriaux, un directeur adjoint et puis un directeur administratif et responsable des finances. Bon, on ne parle pas des différents mouvements, on montre quand même l'épaisseur de la densité, on fait du synchronique et pas de l'analytique. Alors, c'était le syndicat CGTM SOM. Le conflit Odyssey aussi, ils n'ont pas arrêté les coupures d'eau, mais ils sont en grève. FO. Oui, FO. Force ouvrière, ouais. Et puis, il y a eu un durcissement du mouvement de protestation en psychiatrie, mais là c'est pour des raisons objectives, hein, pas de moyens et tout. Bon, mais je ne donne pas de sentiment d'appréciation sur les mouvements de grève, je dis que je ne veux pas. Bon, je dis simplement, je fais une énumération, comme je vous l'ai dit. Et là aussi, ça achoppe. Et puis aussi, il y a maintenant le mouvement de grève au Conseil général qui a l'air de se dérouler plus tranquillement, où on dit 3 jours de blocage, une bonne communication, il y a 37 millions d'aides sociales de mandats qui sont bloquées. Pourquoi que les gars ont compris, ils disent voilà, quand on débloque et puis on discute, ben Manet a bien mené sa manœuvre, pas si 60 que a dit la manœuvre, on le voit au résultat des sondages. Hein. Et finalement, on arrive à un certain stade où on se dit mais à quel moment tous ces gens-là ont le temps de se préparer, de s'occuper de l'échéance qu'on nous a dite historique de la CTM. C'est provocateur à montrer. Oui. Je suis conscient. Non, mais je suis conscient. C'est d'autant plus provocateur que non seulement chez les lecteurs lambda, sans que ce soit péjoratif, mais y compris chez les responsables de quelque bord qu'ils soient, patronaux, syndicaux, etc., l'échéance de l'élection de la CTM ne semble pas une priorité. Il faut bien le dire. Nous sommes d'accord sur ce point. Bon, deuxièmement, ça n'empêche pas la vie économique, politique, syndicale et culturelle de continuer son chemin. Et son chemin, c'est quoi? Ce sont des conflits qu'on appelle les conflits sociaux. Il faut reconnaître que avec ou sans l'élection à la CTM, les conflits que tu as énumérés auraient de toute façon existé, car il y a des choses profondes qui se passent. D'accord. Oui, non, mais... Et qui les justifient. Non, mais j'abonde dans le sens de Daniel. Les travailleurs se battent chacun dans leur secteur sur la base de revendications objectives. Je crois que il faut bien dire les choses, il ne faut pas fantasmer sur une espèce de complot, là, avant la CTM, etc. Non. Et d'ailleurs, je crois que si on prenait la même période de l'an dernier, on retrouverait, par contre... La même densité. Par contre, ces conflits montrent bien que la société martiniquaise est dans une crise profonde. C'est-à-dire que, même si il n'y a pas... Alors, c'est ça la difficulté. Les syndicalistes, le mouvement syndical, n'est pas encore arrivé, comme il l'a fait en février 2009, à trouver un lien entre ces différents conflits. Bon. Mais d'une manière ou d'une autre,
tous ces conflits sont plus en dehors des conflits de personnes, sur lesquels je ne m'étends pas. Oui. On veut la tête de tel, tel responsable. Ça, c'est inadmissible. Bon. On est d'accord là-dessus. On a déjà vu. Bon. Mais tous ces conflits, quelque part, bon, par exemple. Alors attends, laissons essayer de faire la synthèse. Ces conflits, généralement, c'est parce que les NAO, les négociations annuelles obligatoires, ne commencent pas... On se bat pour négocier. Pour négocier. Alors que la loi le prévoit. Bon, alors, il y a un rapport... Attends, deuxième chose, c'est que les protocoles qui sont signés ne sont pas exécutés. Ils ne sont pas exécutés. Exact. Troisième chose, c'est qu'il y a toute une sorte de cinéma avant de se rencontrer pour parler. Les conditions de travail. On a supprimé du personnel. C'est inadmissible. On a supprimé du personnel. Non, mais en dehors du fond, mais je te parle de cette façon, cette formalisation du dialogue social. C'est-à-dire que le dialogue social n'est pas encore... C'est inadmissible. Le dialogue social n'est pas encore C'est inadmissible. Ce qu'on appelle le dialogue social, entre guillemets. Oui. Je mets de forts guillemets. Ah, mais dialogue social. Tu peux. Bon, le dialogue social n'est pas encore entré dans certaines catégories d'entreprises et dans certains secteurs. Dans beaucoup de catégories. Ouais. Dans beaucoup de catégories d'entreprises. Et d'image. Bon, il y a quand même un élément conjoncturel qu'il ne faut pas évacuer. Je veux dire, on n'est pas naïf. Il est clair que la sensibilité à l'élection attise forcément les conflits, et notamment dans les collectivités locales ou autour des collectivités locales. Et d'autant plus que le conflit est lié très précisément à la fusion. Ouais. Bon, donc il ne serait pas étonnant que dans les 30 ou 60 jours qui viennent, il y ait d'autres conflits liés justement à cette espèce de capacité d'écoute plus développée chez des politiciens qui sont menacés dans leur élection par ces problématiques de conflit. Et on va résoudre les problèmes très rapidement. Parce que ça impacte quand même... je dis, on dit les 4000 personnels du Conseil général, du Conseil régional. Oui, 4000 multipliés par 5 personnes qui connaissent, ça fait 20 000 électeurs. Est-ce que vous pensez que les types vont jouer avec 20 000 électeurs? Surtout que le différentiel en 2010, c'était 11 000 voix d'écart. Ouais. Et puis on peut quand même s'étonner, s'agissant du Conseil général, que s'agissant du personnel, les problèmes posés dans le conflit, entre autres, c'est la question des personnels contractuels et c'est la question des doublons, etc. On peut quand même s'étonner qu'il y a une commission ad hoc qui a été mise en place et que ces questions n'aient pas été abordées. Alors, il y a eu une loi qui a été votée récemment qui dit, bon, de toute façon, les collectivités devront faire valoir les intérêts et la situation de ces personnels contractuels. Non, c'est pas suffisant. Et c'est là l'impact de la crise. Il y a quand même un décret qui leur garantit la continuité de leur contrat. La continuité de leur contrat. Oui, quand même. Oui. Un type qui a un contrat contractuel en novembre et dont le contrat s'arrête en juillet 2016, il n'a aucune crainte à avoir. Tout à fait. Aucune crainte. Par contre, en juillet 2016, il a peut-être qu'il... Comme c'était auparavant. Comme partout. Mais c'est cela qui est posé. Et comme par ailleurs, la loi de 2011 n'a quand même pas abondé la collectivité territoriale de ce qui était demandé par les élus d'ailleurs, de dotation supplémentaire, financièrement, c'est là qu'on voit l'impact de la crise. D'accord, messieurs, je voudrais j'avais une grosse question sur les privilèges des fonctionnaires, est-ce qu'ils sont encore fondés, justifiés, mais ça, je vais vous envoyer une fiche. Je vais vous envoyer une... Non, tu peux dire, mais tu es tellement sage là ce soir que ça t'étonne. C'est vrai. Non, comme tu as voulu. C'est vraiment surprenant, c'est étrange. Il n'y a pas de confusion. Non, mais comme il m'a fait un coup de dictateur, il doit avoir une grippe, et que je retiens le côté Guevara qui est en moi... Allez, vas-y mon fils. N'est-ce pas? Vas-y mon fils. Vas-y fils, vas-y. Oh, pas qu'un fils, là, c'est bon. Non, il y a la problématique posée à la base, c'est pas le conflit qu'il y a sur le Conseil général, c'est la fréquence des conflits, et y a-t-il un lien par rapport à un rendez-vous politique. Il y a des conflits, je crois qu'il y a des conflits sociaux, puis il y a des conflits politiques. Et ce qui se passe, on va s'apercevoir qu'il y a une constante. Sociopolitique. Il y a une constante quelque part. Socio-connotation politique. La constante, c'est la connaissance des instruments de négociation, des instruments de revendication existants de par le Code du travail ou par les conventions. Les NAO, parce que les NAO, en général, quand il y a NAO, qu'on fait un blocage pour les NAO, c'est qu'on bloque pour un point qu'on estime incontournable. Bon, et là, tout dégénère. Et en général, quand il se passe, d'une manière globale, on va s'apercevoir que les protocoles de fin d'accord
Au démarrage de la grève, c'est pour un point de NAO qui bloquait, et quand on sort du conflit, on va se voir que la plateforme de suspension du conflit s'est élargie à 25 points. Donc on n'est plus du tout sur la base des NAO. Donc il y a une problématique de maîtrise du dialogue social, la négociation dans l'entreprise. Alors ce que tu veux dire par là, c'est que l'achoppement se fait sur un point qui n'a pas été réglé Et ce point à pas réglé. l'occasion. À Et l'occasion. qu'entre-temps, puisque c'est bloqué, ben, nous allons dégager ça. On dégage tout parce que le point des NAO, parce qu'il y a aussi une autre problématique importante, peut-être ça le problème qui va expliquer aussi ce qui se passe au Conseil général. La loi votée a défini des critères de représentativité des syndicats dans les entreprises. Pour être représentatif, un syndicat doit représenter les candidats aux élections du personnel. Il se trouve que lorsque vous avez sur les 3 quarts des conflits qui ont fait la une, on va savoir qu'ils ont été menés par des syndicats qui sont en majorité, je n'ai pas dit tous, je dis en majorité, non représentatifs dans les entreprises. Exact. Non représentatif. Donc il y a un problème. Et c'est exactement le cas au Conseil général. Oui, c'est vrai. Le conflit, blocage du Conseil général qui impose un dialogue pas possible est mené par un syndicat non représentatif des agents du Conseil général. Et ça, c'est exceptionnel. C'est pas courant. C'est pas courant au Conseil général, mais quand on regarde la fréquence des conflits évoqués, ça devient un peu trop courant. Ah ben voilà, c'est ça que je veux que tu me dises. Tu es en train de faire passer un message. Finalement, il faudrait un peu plus de professionnalisme. Non, on peut poser une question provocante, une question insolente. Il y a des syndicats représentatifs dans les entreprises. Ce n'est pas eux qui mènent les conflits, ce sont les non représentatifs. Quelle est la problématique? Pourquoi? Quand tu sais comment dire des enfants, pour faire l'intéressant. Pourquoi? Pour faire l'intéressant. Mais la question est que les syndicats représentatifs se retrouvent souvent débordés par une petite, non pas par la base, par 3 ou 5 personnes qui vont engendrer une situation dans laquelle le point de NAO bloqué, déposé soi-disant, mais invoqué au nom de ce droit syndical qui n'est plus régi par l'actuel droit, fait qu'on arrive à cette situation. Donc une maîtrise du code et des lois. Prochaines élections? Si c'est 13 décembre. Eh ben voilà. Je te remercie d'avoir insisté pour passer outre mon caractère dictatorial. Mais c'est bon. Non, mais comme je ne me fais pas faire Guevara avec toi, à la conclusion, c'est qu'en réalité, et Michel a parlé du dialogue social. Il y avait une cellule qui a été montée à la Martinique après le conflit Toyota, qui parlait de dialogue social. Un conflit mené une structure menée avec le patronat et les syndicats. Cette structure me semble un petit peu inexistante. Il y a la RAT. Il y a la RAT qui fait des choses. Essaie de faire un travail. Je crois que le dialogue social, il ne s'agit pas d'atténuer les points de revendication, il s'agit d'établir des bases d'un dialogue de façon que la revendication soit entendue et la réponse aussi. Il y a à ce sujet un rapport qui est le seul du genre à ma connaissance, qui a fait sur 10 ans un bilan des conventions collectives, des accords, etc. Et qui est une typologie des conflits. Première conclusion, c'est que contrairement à ce qu'on dit, la Martinique n'est pas une île à grève. Deuxièmement, que effectivement, ce que tu as souligné tout à l'heure, c'est que les conflits viennent souvent. Il y a beaucoup d'accords qui sont d'abord, beaucoup d'accords sont signés. Il y a beaucoup d'accords signés. Donc les syndicalistes jouent leur rôle et il y a des accords. Bon. Maintenant, quand il y a conflit, c'est que précisément quand il y a les NAO ne sont pas... Ou la surenchère, avec le bémol qu'a apporté... Oui, mais ça c'est... Bon. Messieurs, je voudrais lancer une autre petite problématique parce que les gens aiment bien que ça swing. D'une thématique qu'on avait abordée ici, il y avait eu un petit débat où Eddy Barajo avait fait remarquer à notre illustre ami Branchi que le monde n'est pas tout à fait... blanc ou noir, enfin manichéen, il avait cité le fait qu'il y a aussi des situations où le monde syndical se retrouve empêtré dans des affaires. Oui, la CGT, pas très longtemps. Alors j'ai cherché, attendez, messieurs, on n'y reste pas beaucoup de temps. J'ai cherché, j'ai trouvé une situation, une hypothèse relativement grave où la CGT, EDF, Michel, prends pas ça, parce qu'après l'émission, tu m'avais dit que j'ai vu enfin où tu voulais en venir. Alors attends, on va pas continuer pendant 10 ans sur ça. Là, c'est comme ça. Alors on va un jour swinger. La CGT EDF a été lourdement condamnée parce que EDF, c'est une structure assez particulière où les comités d'entreprise, etc., ont un budget de 500 millions et puis un actif d'1 milliard d'euros. Donc effectivement, s'il peut y avoir des tentations, l'humanité a été condamnée, CGT a été condamnée, etc. Donc c'est une affaire que j'ai trouvée. J'ai trouvé une.
Laisse-moi continuer. Par contre, quand j'ai ensuite essayé de réfléchir et de voir les affaires du monde capitaliste, du monde néolibéral. Excellent. Voilà, ouais, tu vois qu'il fallait me laisser aller. Alors j'ai trouvé donc l'affaire Enron. J'ai trouvé l'affaire Swing 4. L'affaire Enron. Oui. Bon, avec les anciens partenaires qui ensuite ont été inquiétés, c'est Arthur Andersen, Citigroup, JP Morgan, Merrill Lynch, Deutsche Bank, la CIBC et la Banque Barclays. Des gens qui sentent bon, des gens qui portent des costumes gris, des belles chemises immaculées, qui roulent des voitures de marque et de luxe. Et puis les sommes en jeu. Et les sommes en jeu, des milliards. Bon. L'affaire du Crédit Lyonnais, une affaire politico-financière des années 90, avec des pertes pour 130 milliards de francs. L'un des plus grands scandales financiers de l'histoire, après le canal du Panama. Ouais. OK, un siècle plus tôt. Et puis en plus, ça a touché le Crédit Lyonnais Banque Néerlande. Là, c'est LBN, ça a touché la Société de Banque Occidentale, ça a touché l'International Bankers SA et Altus Finance. La crise des subprimes dont on a beaucoup parlé, c'est un total de 500 milliards de pertes et 300 milliards de recapitalisation des banques. Et puis il y en a encore que je parle quand même là. Récemment, la BNP Paribas avec les États-Unis. Et plus récemment encore, le Crédit Agricole. C'est-à-dire que les pilotes du capitalisme s'acharnent même à discréditer ce qui a été le capitalisme a été une source de progrès. Les trois révolutions industrielles, cette société de révolution capitalistique qui a amené l'eau, l'électricité, les transports, l'imprimerie, enfin, pas l'imprimerie, les moyens de communication, le téléphone, etc. Et maintenant, on voit comment l'hyperprofit, pour parler comme Michel, les arrangements avec la vérité se multiplient à l'égard des consommateurs. Et puis, on a, d'un autre côté, nous, on vit l'obsolescence programmée. Oh, puis, je ne parlerai pas de Volkswagen, parce que c'est tellement énorme ce qui s'est passé. Les clauses de non-responsabilité. Il y a un endroit ici en Martinique où vous achetez 2 frigidaires le même jour. 2 ans après, vous avez des problèmes avec un, mais la garantie est terminée, et l'autre, il n'avait jamais été garanti. On regarde bien, donc il n'y avait aucune garantie donnée, c'est écrit en petits caractères. On vous donne un flux d'ADSL ici, quand vous lisez les contrats. Le flux n'est pas garanti, il faut aller payer la SDSL qui coûte 5 fois plus cher pour avoir un flux garanti. Etc. Le message, c'est quoi ? Ce dont nous souffrons toujours. Mais le message, c'est que finalement, on se fait avoir. Finalement, on se fait avoir, que ce système qui devait amener prospérité, bonheur et puis une vie agréable est devenu un enfer au quotidien pour nous et puis pour l'économie de nos pays. Il s'est passé quelque chose? Tu as eu un problème là? Ah ouais, Il y a un problème domestique. Ah ouais, vous vous rendez compte de ça? Il a reçu le message de... comment ça s'appelle ça? Bergoglio. Carrément. Monsieur, quand vous voyez que notre réseau d'alimentation, notre réseau en eau perd 50%, qu'est-ce qui perd les 50% qui ont été traités, qui sont perdus? C'est nous, enfin, etc. Voilà. C'est tout. La semaine prochaine, nous allons reprendre ce débat sur les... Non mais... C'est fini là? Oui, c'est fini. Bonsoir madame, bonsoir mademoiselle, bonsoir monsieur. Au revoir.